Bonjour à tous. Cette vidéo est la première partie du cours Contribution à la qualité du système d'information de la PME. Ce cours fait partie du bloc 4, Soutenir le fonctionnement et le développement de la PME, du cours de BTS GPME. Nous verrons plus particulièrement dans cette vidéo le système d'information de la PME. Mais tout d'abord, une vision globale du cours. Le cours Contribution à la qualité du système d'information de la PME est formé de 4 parties. La première partie, celle qui est présentée dans cette vidéo, traite du système d'information de la PME. Dans la deuxième partie, nous travaillerons sur la collecte et la structuration des informations. Une vidéo est disponible pour présenter cette deuxième partie du cours. La troisième partie du cours, elle aussi accompagnée d'une vidéo, détaille la gestion documentaire dans les PME. Enfin, nous terminerons le cours par un cas concret pour mettre en application les notions étudiées. Alors, je vous propose donc de commencer directement en définissant le système d'information d'une entreprise ou d'une PME. Alors, le système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources qui permet de collecter, stocker, traiter et distribuer l'information grâce à un réseau d'ordi. Alors, ce système d'information est formé de deux sous-systèmes. Le premier, le sous-système technique, contient d'une façon générale tous les composants matériels, les serveurs, les réseaux, les postes de travail, les périphériques, et tous les logiciels, les systèmes d'exploitation, donc sur les serveurs, les postes de travail, les bases de données, les programmes, les applications. Et le deuxième sous-système, c'est le système social, qui contient toutes les ressources humaines, ainsi que les procédures d'organisation. Alors, le système d'information couvre généralement la totalité de la PME. C'est-à-dire que presque toutes les activités d'une PME sont suivies ou pilotées par le système d'information. Ainsi, la quasi-totalité des employés sont généralement des utilisateurs et interagissent avec le système d'information. Le système d'information, enfin, fiabilise l'information. Par ses capacités de traitement, un système d'information va permettre de croiser des données internes et externes et va par exemple être en mesure de mieux mesurer la solvabilité d'un client. En effet, on peut comparer l'encours client interne avec des informations financières de solvabilité du client et de cette façon limiter les impayés. Alors, il est possible de présenter une PME dans son fonctionnement comme un système de 3 sous-systèmes qui interagissent ensemble. Tout d'abord, en bas de ce schéma se trouve le système opérant. C'est ici que l'entreprise interagit avec le monde réel, par exemple dans les opérations d'achat, de réception des marchandises, de fabrication des composants, de stockage des produits finis, de livraison des clients. Ensuite, en haut, sur le haut du schéma, on trouve le système de pilotage. C'est lui qui donne les instructions, demande la fabrication de composants par exemple, et qui régule le système opérant, notamment par les flux de matière dans l'entreprise. Et enfin, au centre, on trouve le système d'information qui transmet des informations entre les deux premiers systèmes, qui calcule les différents paramètres, etc. Alors on décompose le système d'information en fonctions principales que nous allons préciser dans les dias suivantes. Alors la première de ces fonctions, c'est la collecte des informations. L'information est capitale en général et pour les entreprises en particulier. Elle permet de prendre des décisions, de surveiller et de piloter son activité. Alors l'information est collectée via des écrans, des périphériques de type scanner ou des flux d'informations. Cette information est généralement vérifiée et restructurée pour être stockée de façon efficace.
Ce qui veut dire que l'information est généralement coûteuse, car il faut la saisir, la contrôler et la valider. Elle doit être régulièrement mise à jour. Une information vit et doit évoluer. Enfin, une information peut provenir de l'intérieur de l'entreprise, comme par exemple les approvisionnements, la production, la gestion des salariés, les ventes, etc. Mais cela peut être aussi des informations plus informelles, comme par exemple le climat social, le bien-être des salariés, le savoir-faire. Et donc, parallèlement à ces flux, à ces informations internes, il existe aussi des informations externes, notamment tout ce qui est bien sûr Internet, tout ce qui est des flux bancaires, tout ce qui est l'administration, tout ce qui est les textes légaux, etc. Alors, la deuxième fonction d'un système d'information, c'est la mémorisation de l'information. Il est évident qu'une fois que l'information a été collectée, cette information doit être stockée d'une façon fiable, durable et sécurisée. Alors, les enjeux sont ici très importants, car d'une part, les supports de mémorisation de l'information sont très efficaces, extrêmement bon marché. À titre d'exemple, un disque dur de quelques dizaines d'euros permet de mémoriser des milliers de milliards de caractères, des téraoctets de caractères. Mais au vu du coût très important de ces données, notamment pour constituer ces informations, des environnements spécifiques doivent être mis en place pour protéger ces données. Ça passe par des salles machines climatisées, des systèmes anti-incendie, de la sécurité physique et logique. Et tous ces éléments de sécurité induisent des coûts très importants sur des disques durs qui coûtent quasiment rien. Alors, deuxième point important sur la mémorisation des données, c'est l'organisation logique du stockage. Là, il y a deux possibilités généralement mises en œuvre. Soit on utilise des fichiers, autrement dit des documents qui sont conservés en tant que tels, soit des bases de données. On reviendra beaucoup plus en détail sur cet aspect-là dans les prochains chapitres. Enfin, le troisième point, c'est la partie physique. On peut décider de stocker les informations à différents endroits. Vous savez tous qu'on peut stocker des données sur son poste de travail ou sur un serveur, donc des données qui peuvent être partagées dans l'entreprise, ou au niveau du cloud, c'est-à-dire sur des serveurs distants et accessibles par Internet. Et en fonction finalement de ce type, de cet endroit de stockage des données, on aura bien sûr différentes politiques de sécurité des données qui devront s'appliquer. Enfin, le dernier point, la sécurité, c'est un aspect crucial, notamment au niveau de la mise en œuvre de sauvegarde, qui permettent de relancer le système en cas de destruction des serveurs et des ordinateurs, mais aussi sur les droits d'accès aux données. Il est important de créer pour chacune des données des barrières qui vont permettre d'empêcher certains utilisateurs de consulter les données. Par exemple, vous savez, dans le cas de données de ressources humaines, on a généralement un niveau de confidentialité qui est important et il faut mettre en œuvre un ensemble de sécurités qui vont empêcher les utilisateurs non habilités de consulter ces informations. Alors la troisième fonction du système d'information, c'est le traitement d'informations. Donc une fois qu'on a collecté et mémorisé l'information, eh bien on va pouvoir la traiter, c'est-à-dire produire de nouvelles informations qui correspondent à un traitement. Alors, par exemple, un système d'information est capable de produire une facture, c'est-à-dire un document directement imprimable, à partir de données de ce système d'information, qui sont la commande et l'avis d'expédition. Alors, généralement, il y a quatre types de traitements possibles pour le traitement d'une information. Il y a consulter une information. Par exemple, je suis un vendeur et je veux consulter une fiche client pour connaître le numéro de téléphone de l'un de mes clients.
Il y a la partie organisation. Donc là, c'est pouvoir regrouper différentes informations selon différents thèmes pour pouvoir présenter plus efficacement un ensemble d'informations importantes. Il y a la partie mettre à jour, où là, par exemple, quand un client déménage ou quand un fournisseur change d'adresse, eh bien, on doit aller mettre à jour dans la base de données les différentes informations. Et il y a bien sûr la partie création de l'information, c'est-à-dire que on peut imaginer un traitement qui va réaliser, par exemple, un bilan, c'est-à-dire qui va consolider tout un ensemble d'informations qui sont dans la base de données des écritures comptables et qui va mettre en forme le bilan. Alors la quatrième fonction d'un système d'information, c'est effectivement la partie transmission d'informations. Alors pour transmettre correctement une information, il faut arriver à la transmettre au bon moment, à la bonne personne et sous la bonne forme. Ceci dit, c'est finalement assez compliqué de respecter ces trois conditions parce qu'on aura besoin de tout un ensemble d'informations dans le système d'information pour savoir quand, comment transmettre l'information et à qui. Par exemple, qui a besoin de quelle information? Quand transmettre l'information? Est-ce qu'on la transmet à ZAP le plus rapidement possible? Est-ce que c'est en mode push? Est-ce que c'est en mode pull? Autrement dit, est-ce qu'on pousse l'information vers l'utilisateur? Ou est-ce que c'est lui qui vient la chercher? Sous quelle forme? Est-ce qu'on envoie un mail? Est-ce sous la forme d'un tableau de bord? Est-ce une impression sur papier? Est-ce sur un écran? Est-ce sur un portable? Est-ce sur un autre périphérique, etc. Donc pour bien transmettre l'information, ça nécessite d'avoir tout un ensemble d'informations complémentaires qui décrivent précisément le système d'information, les utilisateurs et leurs besoins. Alors jusqu'à maintenant, on a vu la définition du système d'information, on a situé le système d'information dans une approche systémique avec le système opérant et le système de pilotage. Et on a vu aussi les 4 fonctions du système d'information: collecte, mémorisation, traitement et transmission d'informations. On va détailler maintenant de quoi est formé un système d'information, à savoir quelles sont ces 3 composantes principales. Alors, la première composante du système d'information, c'est les ressources humaines. Donc, le système d'information s'appuie bien sûr sur les ressources humaines de l'entreprise. La composante humaine donc, du système d'information, c'est l'ensemble des personnes qui reçoivent, manipulent et émettent de l'information au sein du SI. Alors en pratique, c'est par exemple un employé qui badge le matin et le soir pour déclarer sa présence dans l'entreprise. C'est un employé de la logistique qui dépose dans un carton les produits qui ont été commandés par un client il y a 1 heure sur Internet. Ou c'est le directeur commercial qui consulte les statistiques de vente de la veille. C'est aussi les informaticiens de l'entreprise ou les sous-traitants qui sont dédiés au fonctionnement du système d'information. La deuxième composante, c'est la composante organisationnelle. Ce sont donc toutes les règles, les procédures et les modes de travail adoptés pour permettre le fonctionnement du système d'information. Alors ces règles et procédures, elles sont nombreuses. Il y a par exemple le détail de l'utilisation des programmes. C'est-à-dire quels paramètres doivent être enseignés dans quel écran pour obtenir tel traitement. C'est aussi la liste de tous les messages d'erreur et les procédures associées pour corriger les erreurs. Mais c'est aussi tout ce qui est droit d'accès aux transactions et les personnels qui sont habilités à réaliser de telles transactions. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que les procédures d'organisation sont indispensables au fonctionnement du système d'information. Tous les employés doivent connaître les procédures pour travailler dans l'entreprise et donc pour interagir avec le système d'information. Enfin, la troisième composante du système d'information, c'est bien sûr le matériel. C'est ce à quoi on pense tout de suite. C'est l'ensemble de tous les matériels qui permettent de faire fonctionner le système d'information.
Alors, parmi tous ces matériels, on peut bien sûr citer les postes de travail, hein, les PC, tablettes, terminaux industriels, avec lesquels les employés interagissent directement avec les systèmes d'information. C'est aussi les serveurs dans l'entreprise, les serveurs distants, cloud, tout ce qui est disque de stockage de données. C'est aussi les logiciels, c'est-à-dire les programmes sources, les systèmes d'exploitation, les bases de données, les programmes applicatifs, les PGI. Mais c'est aussi les réseaux informatiques, c'est-à-dire tous les matériels qui vont permettre à ces différents composants de communiquer entre eux. Et puis c'est aussi un certain nombre de périphériques dédiés, comme par exemple des robots de sauvegarde, des automates dans une chaîne de production, etc. Bon, alors je vous rappelle que le titre de ce cours, c'est Contribution à la qualité du système d'information de la PME. Alors, on vient de définir ce qu'est le système d'information d'une PME. Il faut maintenant réfléchir à la question comment contribuer à sa qualité. Alors, je vous rappelle qu'en améliorant le fonctionnement du système informatique, on va de facto améliorer le fonctionnement de l'entreprise, puisqu'en fait, quasiment toutes les opérations de l'entreprise sont pilotées par le système d'information. Alors, pour améliorer quelque chose, la première chose à faire, c'est déjà de savoir précisément comment ça marche. Alors, pour décrire finalement le fonctionnement d'une entreprise, on utilise la notion de processus. Et donc, en décrivant l'entreprise comme un ensemble de processus, on va arriver à décrire précisément le détail de toutes les opérations qui sont réalisées par cette entreprise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un processus? Eh bien, un processus, c'est simplement un ensemble d'activités successives, coordonnées et organisées, visant à atteindre un résultat. Un processus transforme des éléments d'entrée en éléments de sortie. Alors, les différentes activités qui forment un processus peuvent être réalisées par des employés de l'entreprise, par des prestataires ou par des machines. Alors, je pense que vous avez compris que maintenant, on va donc travailler sur les processus pour décrire finalement le fonctionnement de l'entreprise. Alors, pour essayer de creuser finalement cette notion de processus, je vous propose dans un premier temps de réfléchir à la typologie des différents processus. Quel type de processus il peut bien exister dans l'entreprise? Alors on va voir dans les dias suivantes qu'il en existe en fait 3 types de processus. Les processus dits processus métiers, qui sont vraiment liés à l'activité de l'entreprise. Les processus de support, qui permettent d'apporter justement un support au processus métier, donc autrement dit d'aider les processus métiers dans leur fonctionnement, et puis les processus de pilotage qui permettent, eux, d'avoir une vision globale sur l'ensemble des processus et qui permettent de coordonner l'ensemble des processus. Alors, premier type de processus, c'est donc les processus métiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un processus métier? Eh bien, c'est un processus qui participe directement à la réalisation du bien ou du service qui est réalisé par l'entreprise. Donc, c'est le cœur de métier de l'entreprise. C'est toujours déclenché par un besoin extérieur à l'organisation. Et le résultat de ce processus-là, eh bien, c'est la réponse de l'entreprise par rapport à ce besoin. Alors, le deuxième type de processus, c'est le processus support. Alors, un processus support, c'est un processus qui accompagne et qui fournit les ressources et les outils nécessaires au processus métier. Un processus support est généralement déclenché par le besoin d'un processus métier. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'existe pas de classification absolue des processus. Cela dépend de l'activité de l'entreprise. Par exemple, dans une entreprise industrielle qui fabrique du stylo, le processus de recrutement est un processus support. En effet, pour pouvoir fonctionner, le processus de fabrication de stylo a besoin d'employés de production. Et ces employés vont être embauchés par un processus support, recrutement d'un employé. Par contre, dans une entreprise de recrutement de type chasseur de tête,
on aura un processus métier recrutement. Ce processus sera déclenché par un besoin externe, par exemple, une entreprise qui a besoin d'un cadre dirigeant, par exemple. Enfin, troisième type de processus, ce sont les processus de pilotage. Un processus de pilotage, c'est un processus qui assure la cohérence des autres processus, le contrôle et le pilotage, bien sûr, de l'organisation. Ils permettent aussi une mesure de la performance des autres processus, support et métier. Donc, généralement, dans les processus de qualité, on a souvent des processus de mesure de la performance des autres processus qui sont pilotés par la qualité. Alors on va continuer dans l'étude des outils qui permettent de décrire une organisation. Alors je vous rappelle qu'on a déjà parlé de processus, comme étant un processus, c'est un ensemble d'opérations synchrones réalisées par un certain nombre d'acteurs qui permettent de réaliser des activités. Alors qui dit opération synchrone dit informations qui sont échangées entre les différents acteurs pour pouvoir finalement synchroniser ces opérations. Alors on va réaliser ce qu'on appelle un diagramme de flux qui permet finalement de décrire les différents échanges d'informations entre les différents acteurs. Alors pour faire un diagramme de flux, c'est comme indiqué ici, un transfert entre deux acteurs du système d'information. Alors il existe différents types de flux. On peut avoir des flux physiques, par exemple la livraison d'une marchandise à un client. On peut avoir des flux monétaires, par exemple entre un client et un fournisseur, ou entre une banque et une entreprise, ou simplement des flux d'information, simplement une information qui circule entre deux organisations. Alors ce qui est important de noter, c'est qu'on fait des diagrammes de flux pour représenter finalement toutes les informations pertinentes qui circulent entre les différents acteurs du système d'information. Enfin, le dernier outil qui sera utilisé pour décrire finalement une organisation, c'est le schéma événement-résultat. Alors, on va bien sûr faire des exercices sur ce schéma, mais j'aurais déjà vous le présenter rapidement. Alors, à quoi ça sert un schéma événement-résultat? Ça sert à représenter les différents éléments d'un processus. On voit donc que l'on va représenter les différents acteurs dans des colonnes. Par exemple, ici, vous avez sur ce schéma 3 colonnes qui représentent 3 acteurs différents. Un client, le service commercial et le service logistique. Vous avez des informations, donc des flux de données qui vont circuler entre les différents acteurs, entre les différentes colonnes. D'accord ? Par exemple, ici, vous voyez que le client transmet une information qui est panier rempli au service commercial. Vous avez par exemple aussi ici une commande de produits disponibles qui est transmise du service commercial au stock logistique, sous forme d'une commande à préparer. Et puis vous avez bien sûr la notion centrale d'une procédure qui est la notion d'opération. Une opération, c'est donc la réalisation d'une activité par un opérateur. Alors comment ça se décrit? Eh bien sur la partie supérieure, il y a un opérateur de synchronisation. Par exemple, ici, on a une opération est entre panier rempli et règlement validé. Donc, quand on a ces deux informations, quand on a ces deux flux, on va pouvoir déclencher l'opération enregistrement des commandes. En dessous d'enregistrement des commandes, on écrit généralement le détail des traitements qui sont réalisés. Donc là, par exemple, le service commercial va réaliser, pour enregistrer les commandes, premièrement, l'examen de la commande et deuxièmement, la vérification des stocks. Et ensuite, on aura les conditions de sortie. Alors, en fonction des différents traitements qui auront été réalisés dans l'opération, on aura différentes possibilités de sortie. Par exemple, en cas de produit non disponible, eh bien,
on va mettre la commande en attente et on va demander un rapprovisionnement de ces produits. Ou quand les produits sont disponibles, eh bien, on va pouvoir directement transmettre un message vers le service stock logistique pour qu'il procède finalement à la préparation de la commande. Ceci met donc fin à la première partie du cours Système d'information d'une PME. Je vous propose de vous reporter au cours détaillé pour plus d'informations et de commencer à réaliser les exercices d'application directe du cours.